C'est vrai qu'on parle de maître, excuse-moi Banane, mais j'aurais quand même voulu que M. Ngomou nous parle d'abord d'une certaine généralité dans le domaine de l'art. L'art, c'est quoi pour vous? Et qu'est-ce que l'art peut représenter pour un pays? D'ailleurs, j'ai une question que c'est Annie-Fleur Bachelet qui me l'inspire. Hein. Elle regarde l'émission, elle dit « ça, c'est un bon Gabonais, dites-le lui ». Donc voilà, c'est fait. C'est Annie-Fleur Bachelet qui vous encourage. Voilà. Alors, l'art, c'est quoi pour vous? D'abord, merci à Annie-Fleur, que je n'ai pas l'occasion de connaître personnellement. J'ai eu l'occasion de l'écouter. Donc, si elle me renvoie ce compliment, j'apprécie beaucoup. Là, c'est une forme d'expression. Je pense que l'homme a plusieurs manières de s'exprimer. Il peut s'exprimer par la parole, il peut s'exprimer par le regard, il peut s'exprimer par les habits, il peut s'exprimer par d'autres formes plus élaborées et qui renvoient à une certaine plastique, une certaine esthétique. Et donc, l'art, pour moi, c'est vraiment la manière que l'homme, l'individu, a de percevoir le monde et de le projeter à travers une œuvre. Ici, l'œuvre est artistiquement littéraire, c'est une bande dessinée, mais vous avez aussi la peinture, vous avez aussi ceux qui font l'infographie aussi aujourd'hui font de l'art, même si c'est l'art électronique. Donc je considère vraiment que l'art est une forme d'expression unique et exceptionnelle que l'homme a, de pouvoir percevoir la nature et de pouvoir reproduire à sa manière, d'accord, cette réalité. Et il présente après son produit, qui est un produit artistique, non seulement au public qui peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, mais surtout aussi à la critique. D'accord, qui peut dire... Justement, en parlant de critique, est-ce que c'est ce qui fait en sorte que, quand on regarde ici à Ndomingo, on a presque comme l'impression que c'est un personnage de bande dessinée occidentale, du genre Raon, je sais pas. Dans l'Estrange, Marvel, par exemple. Voilà, là on a tout. Hein, là, et puis il y a quelqu'un qui disait, toujours par mon téléphone, qu'il a regardé l'affiche et il remarque qu'il n'y a pas très grand-chose de fan dans le costume de Alum Ndomingo. La coiffure, par exemple, il dit que ce n'est pas une coiffure fan. Par exemple, quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, nous sommes entrés en plein dans l'art. Et la critique de l'art, c'est très bien, je m'en réjouis. Bon, je vous explique un peu comment ça s'est passé. J'ai pris sur le net des images, d'accord, sur les costumes que portaient autrefois les membres de la communauté fan. Vous savez que quand les ethnologues du 19e siècle sont arrivés en Afrique pour nous étudier comme des curiosités, d'accord. Ils prenaient parfois soin, à l'époque il n'y avait pas encore de caméra numérique, ils prenaient soin de nous dessiner. Donc ils ont fait donc, de nous des croquis où on voit un peu nos apparats de l'époque. Donc j'ai pris ces apparats et puis je les ai remis donc au dessinateur et puis je leur ai demandé de me proposer des personnages du récit avec ces apparats. Alors il y a eu deux approches. L'approche de David Rondo, qui est aussi dessinateur, qui disait on va s'en tenir effectivement à la réalité pour coller le mieux à la tradition fan. Et donc, les personnages que lui, il a imaginés étaient surtout habillés des costumes anciens. D'accord? Voilà. Max Obian avait une approche plus différente. Il disait que l'univers d'Umvet était un univers d'immortalité, était un univers, on va dire, subhumain. Donc, nous avons la possibilité de prendre quelques libertés et après tout, c'est de l'art. Ce n'est pas de la science, c'est de l'art. Donc moi, je vais représenter le personnage Ndomingo tel qu'il résonne dans ma tête. Parce que quand tu me parles de ce récit, quand tu me parles d'un homme qui est très cruel, un homme qui construit ses maisons avec le cuir humain, je vais essayer de faire en sorte que ce personnage-là, dans son costume, traduise effectivement la cruauté. Et donc quand vous regardez l'image d'Alum Ndomingo, bon, il y a quand même le casque, une sorte de home que les fans avaient. Là, je remets un peu en cause tout à l'heure ce qui a été dit. Mais pour le reste, il a parfaitement raison. Vous avez la cape. Hein, ce sont des podums qui ont été... Voilà, je vais en venir parce que vous m'avez dit en off que ce monsieur ne s'habillait qu'avec des peaux des hommes qu'il aurait au préalable tués. Oui. En fait, il ne s'habille pas, il construit ses maisons avec les podums. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Voilà, mais comme il fallait représenter le personnage, nous nous sommes dit que le personnage, nous pouvons peut-être mieux le représenter qu'en le faisant porter du cuir humain. Donc nous sommes encore allés beaucoup plus loin. Mais vous savez, il y en a qui aiment le cuir.
comme Anthony Delon, lui, il s'était spécialisé dans la vente de tenues cuir. Bon, mais c'est des cuirs d'animaux. Bon, lui, je crois qu'il a une préférence pour le cuir humain. Donc, il aime bien porter le cuir humain. Ce n'est pas dit dans le récit. C'est une liberté que Marx bien a pris. Et c'est en cela que c'est intéressant. Comme des trophées. Mais justement, voilà. on sait que parfois, les bandes dessinées ont une influence considérable sur la jeunesse. Par exemple, les bandes dessinées avec l'histoire des Marvel, avec les Strange, on a vu que beaucoup de jeunes se sont mis dans la lecture des bandes dessinées. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit des films américains qui apparaissent comme L'Homme Araignée, Hulk et tout ça, ça renvoie un peu à leur enfance. Alors cette forme-là, de représenter le VET par les bandes dessinées, n'était pas là une raison, enfin une manière pour vous de permettre aux jeunes Gabonais d'avoir accès à leur culture, en commençant par exemple par les bandes dessinées. C'est vrai que si les jeunes commencent à regarder ça, en grandissant, peut-être après, ils comprendront peut-être l'histoire du VET par ce qui va être dit, par les rituels. Oui, c'est tellement évident. N'est-ce pas là le départ, déjà le commencement d'une conscientisation culturelle des jeunes oui. Après leur culture. Oui, vous posez vraiment une question d'une importance capitale. Effectivement, lorsqu'on regarde les sociétés africaines, donc depuis le fait colonial, depuis que les Blancs sont arrivés et nous ont, il faut le dire, déstructurés, nous assistons à un véritable malaise dans les sociétés africaines et gabonaises aujourd'hui. En fait, le constat est relativement alarmant, il est même amer. Je pense que plus qu'un malaise, c'est pour moi un schisme spatio-culturel intergénérationnel qui s'est produit désormais. Nous avons en fait une fracture, une rupture entre les générations. Vous avez donc les vieux, nos vieillards qui vivent au village. Ils coulent leur retraite, ils ont fini leur vie active. Mais ils sont dépositaires de la tradition. Ils ont tous les legs ancestraux dans la tête, dans le savoir-faire. Ils ont le patrimoine, d'accord, que l'on laissé les arrière-parents. Et nous avons ici, en ville, des jeunes en proie à la modernité, qui doivent faire les études, qui doivent faire leur carrière. Et ces deux générations ne se retrouvent plus dans un lieu commun. Parce que quand ils étaient avant ensemble, autour de l'arbre à palabre ou bien dans un corps de garde, le vieux transmettait, d'accord, ce qu'il connaissait, son savoir aux jeunes. Et le jeune ainsi devenait héritier de sa culture. Or, aujourd'hui, il y a une dichotomie, d'accord, qui s'est installée. Les vieux vivent au village avec toutes leurs connaissances, d'accord, et les jeunes vivent en ville. Si encore ils étaient intéressés, ces jeunes, mais avec la mondialisation, avec Internet, avec ce que l'Occident s'est présenté de tellement charmant, ils ont plus les yeux rivés vers l'Occident, vers les États-Unis, vers le Japon, que vers leur propre culture. Et quand, effectivement, et quand il y a un défaut de support pour intéresser les jeunes, on peut comprendre que dans une ou deux générations, notre nouvelle génération, d'accord, ne saura plus ni parler la langue, ni connaître la culture. Donc, avec la bande dessinée, qu'est-ce que nous essayons de réaliser? Nous essayons de réaliser une passerelle à travers un outil ludique, attrayant, artistico-culturel. En fait, c'est ça la démarche. Et nous espérons vraiment que nous allons réussir à toucher non seulement la jeunesse, mais aussi toutes les personnes qui s'intéressent à l'autre. Et ici, l'autre, ce serait peut-être l'homme-fan. Quelle est la culture de l'homme-fan? Qu'est-ce qu'il a? D'accord. Qu'est-ce qui peut peut-être le distinguer? Ce que vous dites est tellement important que ça, c'est la culture fan et toutes les ethnies du Gabon peuvent s'inspirer de cette culture, faire des bandes dessinées comme celle-là ou organiser carrément une sorte de séminaire où chaque culture viendrait parler d'un résistant, voilà. Nyonda Makita. Madame Wongo, pour le Wongo pour... En bande dessinée, on a vu Kirikou, c'est des histoires en fait, qui montrent un peu les rites et traditions dans ces pays-là, en pays ouest-africains, mais Kirikou aujourd'hui, c'est un peu... l'audience elle est très forte, les jeunes suivent ça, mais là-dedans il y a beaucoup de culture en ouest africain et autres. Ce serait bien qu'on y pense. Et moi, je dis alors, à combien c'est vendu cette bande dessinée? Alors, il faut peut-être expliquer ce que c'est en plusieurs étapes. Hein? Voilà. Ouais. Quand vous me permettez de m'exprimer un peu sur justement la bande dessinée elle-même. On a beaucoup parlé du VET là. Parlons de l'œuvre artistique. Oui, parce que bon, le VET c'est quand même, comme je disais, un art total. Là, nous avons pris un élément du VET, nous l'avons soutiré de son, on va dire, de son contexte natif, c'est le contexte fan. Et nous l'avons soumis un peu à un contexte francophone. Il faut quand même dire que la première fois que le VET est traduit en français, c'est avec Tian Toutoumou, dans les années 70 au Gabon. Au Cameroun, c'était Eno Bilinga qui l'a fait. Donc on quittait de l'espace, si vous permettez l'expression, francophone, où il n'y avait que ceux qui pouvaient être de locution fan pour comprendre le VET, pour entrer dans un espace francophone. Et là encore, c'était un espace francophone assez restreint parce qu'il fallait être lettré. C'était souvent les étudiants ou bien les professeurs d'université, des gens qui aiment lire, qui pouvaient s'acheter donc le VET. Et c'était le VET à l'écrit. On est passé du verbe à l'écrit. Là, nous franchissons une nouvelle étape. Il faut bien constater cela. Nous passons de l'écrit à l'image, au dessin. Et nous ouvrons la sphère du champ francophone parce que maintenant, nous touchons non plus simplement les lettrés ou les étudiants ou les élèves, mais également
les jeunes, toute personne amateur, d'accord, de bande dessinée. Alors, vous demandez comment nous avons organisé un peu la présentation des différents épisodes. Nous nous sommes inspirés de la dialectique oratoire. Il y a quelqu'un qui, excuse-moi, privat, qui dit, moi, je vais repartir au boulot, s'il vous plaît. Dites-moi vite où je trouve ça, parce que c'est très important pour moi. À combien? Alors, je vais répondre à cette question très rapidement. Oui, oui. Nous avons prévu donc des points de vente. D'accord. Si vous lui montrez rapidement les flyers, il verra que pour l'instant, il y a 5 points de vente importants, mais nous avons mis en place une boîte email, d'accord, une boîte email, DN Edition, donc DN Edition, mais on a oublié le S sur le flyer, il faut ajouter le S, DN Edition, S, gmail.com. Donc, vous envoyez un message, vous avez votre téléphone, on réagit et puis on peut vous contacter. Mais pour ceux qui ne veulent pas passer par le net, il y a la possibilité donc soit de se retrouver à l'esplanade de Mbolo, dans la zone du parking CCF, soit le parking de Géance et Cadeaux à côté de l'Immaculée Conception et puis de Super Gros. Soit vous pouvez être dans la zone du feu rouge des affaires étrangères ou la foire expo. Vous trouverez un vendeur ambulant qui sera là. Ou alors vous pouvez être du côté de Zion, le feu tricolore. Il y aura également un vendeur. Et bien entendu, on va essayer de donner une place importante aux étudiants en ayant des bandes dessinées à leur vendre au niveau de l'UOB. Voilà. Alors nous avons prévu que les vendeurs ambulants auraient des casquettes blanches, frappées donc du logo DN Edition. Ils auraient donc une t-shirt blanc avec donc la couverture, d'accord, de la bande dessinée qui serait là. Et donc ils sont reconnaissables. Ils auront Alum Dong Minko sur la poitrine. Bon, les peaux humaines, je crois que c'est un peu... Déjà, les crânes sont difficiles à voir. On sort dans l'union à la moindre tentative, alors les peaux, ça va être plus compliqué. Non, ils seront habillés tout simplement. Ils seront reconnaissables. Vous n'aurez qu'à vous rapprocher d'eux. Et ils vont vous demander de vous fendre de la somme de 5 000 francs CFA, somme qui correspond exactement à une carte de recharge. Très bien. Alors, moi, la comparaison s'arrête là. J'ai une question qui me titille un peu depuis un moment. C'est quoi un art? Parce qu'on dit par exemple, manger c'est un art, faire la cour à une femme c'est un art. Si l'art est une forme d'expression, à partir de quoi on peut juger que telle chose est un art? On parle de langage ici. Parce que parlant du dessin, Régis a un portrait dans son bureau. Vous l'avez même dit tout à l'heure. On remercie le dessinateur, mais on avoue qu'il a un peu raté. Il n'a pas exécuté avec exactitude le portrait. Mais qu'est-ce qui justifie maintenant qu'on dise, en ce qui concerne le dessin par exemple, que ça c'est un bon artiste et d'autres pas? C'est une question qui reste qui relève tellement de la sensibilité et de l'émotion de chacun. Vous savez, une œuvre aujourd'hui peut être considérée comme de mauvaise qualité, parce que la génération du moment, la génération contemporaine, ne lui accorde aucune valeur. La personne meurt, 10 ans, 20 ans après, la génération qui arrive considère que c'est une œuvre de très très grande qualité. Ça, la plupart des peintres, Rubens, Rembrandt et les autres, et quand ils ont fait leur peinture, leur tableau, ils n'étaient pas très connus. La plupart sont même morts pauvres. Et c'est souvent après leur mort, quand on a découvert le génie de leur création, que ces tableaux se vendent aujourd'hui très cher. Donc pour moi, l'art reste une expression, d'accord, du monde que la personne qui est considérée comme artiste, d'accord, peut faire partager, d'accord, à l'ensemble des personnes qui aiment ou qui n'aiment pas. Voilà. Alors il y en a qui aiment bien le dessin. Les enfants sont sensibles à l'image. Si vous mettez un homme politique qui est en train de faire un discours sur la jeunesse, les enfants vont pas suivre le discours politique. Vous mettez un dessin animé qui n'a rien à voir avec la politique, qui parle peut-être de Kirikou et la sorcière, souvent ou qui même ne du parle roi même lion. de rien, il suffit qu'il y ait des images. L'enfant, il est là, il regarde. Et ce qu'il disait tout à l'heure est très important. C'est vrai que nous commençons avec la bande dessinée. Nous allons essayer de sensibiliser les jeunes qui ont 6 ans, qui ont 7 ans, dès qu'ils savent lire. Ils vont commencer à lire la bande dessinée. Ça va les intéresser. Ils vont grandir, ils vont se retrouver peut-être en classe de 3e, seconde. Ils vont lui faire un exposé sur le MVET. Mais déjà, il va commencer à pénétrer l'univers du MVET dans une dimension différente de la première. Avant, c'était assez ludique. Là, maintenant, l'intellect commence à jouer. Qu'est-ce que c'est? Il va se retrouver à l'université, peut-être qu'il va faire une thèse. Et peut-être que ce sera une thèse très sérieuse sur l'origine, à quel moment précisément on situe l'origine du VET, parce que ça, personne ne peut vous le dire. Est-ce au XIIe siècle? Est-ce au XIe siècle? À quel moment de la migration des fonds le VET est apparu? Clarification du concept. Donc, une personne qui a vécu dans cet univers peut, à un moment donné, peut-être vouer sa vie à trouver l'origine exacte du VET de l'épopée fonds. Moi, j'ai une préoccupation, parce que quand on parle du VET chez les femmes, on a difficilement entendu parler de fétiche,
on va lui taper le mvet, comme on dirait, on va lui taper le mouiri, on va faire ceci, on va le tuer, envoyer un sort et tout ça. Moi, je suis Massango, chez nous, c'est le mouiri. C'est totalement secret, il ne faut pas qu'on en parle, ça reste seulement pour les initiés. Voilà, nous on sait par exemple que c'est une dame qui détenait le pouvoir et les hommes lui ont pris ce pouvoir-là. Et dans le gouvernement de ces dames, il y a quelques noms qui peuvent venir, que je cite, je prends beaucoup de risques, je sais. Les Missens, Nongomakita, Moyet, Zanga, tout ça. Donc, ce sont des femmes qui avaient le pouvoir à cette époque-là. Et aujourd'hui, hein, non, je ne fais pas le rap, ne t'inquiète pas. Et aujourd'hui, dans les peuples du Sud, la tradition est souvent prise comme une arme pour faire du mal à autrui. Voilà. Voilà. Telle a pris ma femme, que le mouiri la balle. Tel a volé ma banane, que le mouiri le tue. Le bouti va le massacrer. Mais chez les femmes, en fait, on a rarement entendu parler de ce genre de choses. Beaucoup plus la culture, beaucoup plus l'art. Est-ce que ça existe? Non, c'est vrai que la vocation première du Mvet, justement, à mon sens, c'est d'être une sorte de gouvernail pour le peuple. D'accord? De ce que je sais, de ce que j'ai appris, le Mvet serait né dans un moment très difficile. Le peuple Fan, le peuple Ntoumou, il était en train de fuir. Il était dans sa migration et il semble-t-il qu'il était pourchassé par des Fulbé, donc des gens très redoutables, des grands guerriers. Et dans cette migration, à un moment donné, un homme qui s'appelait Oyono Adangwan tombe dans un coma. Que moi je qualifie de combat mystique. Il tombe et on pense qu'il est mort. On le garde quand même, on l'amène. D'accord? Parce qu'on ne peut pas l'enterrer là. À l'époque, on amène les personnes parfois. Et quand il revient de son coma, quelques jours plus tard, il dit qu'il a eu une révélation des ancêtres. Les ancêtres lui ont parlé d'un monde, du monde des immortels, où les hommes sont valeureux, où les hommes sont braves, où les hommes sont courageux. En fait, il a galvanisé ainsi les jeunes quand il a commencé à raconter cette épopée, cette révélation. C'était en fait le début. Donc, avec le temps, le Mvet a servi parfois de gouvernail. La société Fan est en train de perdre ses repères. Attention, le canton de Mvet est là pour vous dire, voilà ce que les anciens nous ont dit. Est-ce que ce n'est pas ce même gouvernail-là qu'on peut trouver chez les Hébreux, chez les Juifs, avec Jésus qui disparaît 40 jours? On va le comparer au coma du monsieur dont vous... Oyana Dangwan. Voilà. Et puis il revient avec une solution, c'est de croire en Dieu, parce que Dieu, c'est Jésus, c'est la voie, c'est le salut. Donc c'est une sorte de comparaison religieuse. Et si les Fan avaient développé cet aspect de la chose, peut-être qu'aujourd'hui, le Dieu que nous prions serait à Komamba. Non, mais dans le Mvet, Komamba n'est pas un Dieu. Le Dieu chez les Fan, c'est Eyo. Eyo, d'accord. Donc voilà. Dieu serait Eyo. C'est encore plus loin. C'est même pas Zame. Au nom Zame de Eyo. C'est Eyo. Et du Saint-Esprit. C'est dit l'incréé qui va créer. Voilà. Bon, pour revenir à la fonction sociologique du Mvet, c'est un art d'abord, parce que vous avez un conteur qui joue très bien, c'est de l'art, d'accord, c'est de la chanson. Vous avez un conteur qui psalmodie, d'accord, qui clame le Mvet, qui rappe, d'accord, c'est aussi de l'art. Vous voyez, ceux qui ont le flow là, c'est de l'art aussi. Vous avez un conteur qui va danser sur la scène, d'accord, qui va de temps en temps, j'allais dire, amuser la galerie, parce qu'il commence à raconter le récit, et puis après il s'arrête, il fait une négation, il parle de sa vie, de la vie d'une grande personne, des tupitudes que certaines personnes ont, il garde le fil, il revient. Donc il faut pouvoir garder en émoi les gens, garder le suspense, et puis continuer à raconter l'histoire. Donc il y a de l'art, c'est clair. Dans la forme artistique, il faut bien reconnaître qu'il y a cette enveloppe qui renvoie à une réalité plastique et esthétique, d'accord, du conteur. Maintenant, le récit lui-même, la profondeur du récit, le fond du récit, c'était le gouvernail. Attention, aujourd'hui, il y a des dérapages, il y a des choses qui ne doivent pas se faire. De plus en plus de personnes le font. Il faut arrêter ça. Le conteur devait être là pour le dire. Le conteur peut annoncer une prophétie. Attention, telle chose peut arriver un jour, préparez-vous. Le conteur peut dénoncer une situation. Et ce qui est bien, justement, c'est que on rappelait ainsi à l'autorité qu'attention, tu es le chef, mais tu dois accepter la contestation. Komamba est contesté. Il est le chef suprême d'Engon, mais il est contesté. Une démocratie. Oui, on reconnaît l'autorité, parce qu'il faut bien de l'autorité pour avancer. Mais en même temps, une autorité doit accepter, parfois c'est difficile, mais le chef doit souffrir la contestation. Parce que parfois, de la contestation peut naître une bonne décision. Absolument. Or, aujourd'hui, vous avez des responsables qui préfèrent accepter l'autorité, refuser la contestation, même quand l'autorité prend une voie qui, malheureusement, n'est pas favorable, n'est pas la bonne. D'accord. C'est tellement intéressant de rester avec vous pour parler de Mvet, et tout le monde sait combien c'est passionnant d'en parler, mais malheureusement, il faut bien que ça s'arrête, parce qu'on n'a qu'une émission de quelques heures. On va peut-être rappeler les points de vente et le prix de cette bande dessinée. Il y aura un épisode par mois, à partir du mois de mai.
Donc, l'épisode du mois de mai a pour titre L'affront. L'affront. Au mois de juin, ce sera... Ce sera toujours l'affront. Voilà, ce que je n'ai pas dit, Oui. donc, comme on n'a plus beaucoup de temps. Nous avons découpé le récit MV1 à l'Umnominko en 2 parties. Il y a un premier acte, puis il y a un second et dernier acte. D'accord. Le premier acte est décomposé en 5 épisodes, qu'on puisse tenir chaque mois. Ok. On maintient sur l'intrigue et on respecte un peu la directive Oui, oratoire du bien conteur. sûr, c'est normal. Voilà. Donc, quand nous aurons épuisé donc, les 10 épisodes, nous aurons fini avec le récit. On pourra sortir après un album qui regroupera tous les différents épisodes. C'est clair. Mais on compte faire également un jeu concours. Un jeu concours au cours duquel nous allons tirer au sort, d'accord, un numéro de série. Et celui qui aura ce numéro de série là, sur sa brochure de bande dessinée, et il gagnera, s'il a le premier prix, il gagnera 1,5 million. Le deuxième prix gagnera 1 million et le troisième prix gagnera 500 000. Donc c'est un rendez-vous quand la série, le Millennium Vet 2009. Alors, donc, non seulement on prend du plaisir à lire, mais on peut gagner de l'argent. Il faut conserver conserver sa brochure. Donc il ne faut pas laisser l'autre lire, il faut qu'il aille aussi acheter pour avoir la chance de gagner éventuellement le jeu concours. Donc c'est 5 000 francs. Le montant, je l'ai dit, et je plaisantais en disant qu'il n'y avait aucune commune mesure. Je suis d'accord avec le pouvoir d'achat des Gabonais, mais quand on aime la culture, on est prêt quand même à sacrifier les 5 000 francs. 1 million, devenir comme examen de Et puis, voilà. financier. Donc, 07 29 51 20, c'est le numéro de téléphone de M. Privat Ngomo. 07 29 51 20. Si vous voulez rentrer en contact avec lui, il y a un animateur qui s'improvise dans mon téléphone. Il dit, Régis, le monsieur sur le plateau mérite des acclamations. Il est très cultivé en tant que fan et j'en suis fier. Merci beaucoup, monsieur Ngomo. Merci et bonne chance. En tout cas, on attend que ce soit disponible dans les kiosques qu'on viendra acheter. Ça, c'est promis. C'est fortement intéressant. Ça se sent d'ici. Je vous remercie encore de m'avoir invité et je remercie l'assistance pour ces acclamations. Ok, merci. Et bon week-end. Magic